pas. Monsieur le Président Chassaigne, c'est à vous. Mesdames les ministres, chers collègues, je le dis avec gravité, je le dis en pesant mes mots, ce projet de loi est un outrage à la République. Il organise un bouleversement institutionnel sans précédent, un bouleversement qui va accroître les inégalités entre nos territoires et donc remettre en cause les principes constitutionnels d'unité et d'indivisibilité de la République et d'égalité des citoyens devant la loi. Dans la droite ligne de la loi du 16 décembre 2010, votre réforme poursuit et aggrave, chers collègues, la mise en concurrence des territoires, la casse de la démocratie locale et l'écrasement du pluralisme. C'est pour éviter que vous puissiez un peu trop m'applaudir. Ce projet de loi n'est pas qu'un texte technique. Il déploie toute une vision du monde. C'est celle qui inspirait déjà la réforme Balladur-Sarkozy de 2010. C'est celle du libéralisme triomphant, celle de la rupture radicale avec l'organisation de notre République telle que nous l'avons héritée de la Révolution française. Alors que les révolutionnaires de 1789 fondaient l'égalité territoriale sur la commune, le département et la nation, ce projet, lui, promeut l'Europe, les intercommunalités obligatoires et les métropoles. Il ne constitue pas un texte de décentralisation. Madame la ministre, d'ailleurs, vous ne songez d'ailleurs plus guère à le présenter ainsi. L'objectif qu'il poursuit est clair, étendre l'austérité budgétaire à chaque parcelle de nos régions. Il s'agit de réorganiser entièrement l'action publique, entièrement, c'est-à-dire ses structures, ses procédures, pour parvenir à la réduction de la dépense publique et répondre ainsi aux injonctions de la Commission européenne. L'évaporation des communes et des départements, évaporation dans l'intercommunalité forcée et les métropoles, évaporation qui participe de ce funeste dessein qui provoquera l'assèchement de nos territoires, l'étouffement de nos collectivités et donc une recentralisation brutale. Si votre loi passe, alors le temps des grands ensembles technocratiques sera venu. Car avec ce projet de loi, vous accouchez d'un monstre institutionnel, la métropole. Ce n'est pas une inconnue. Elle était déjà au cœur de la réforme de la droite en 2010, mais vous allez beaucoup plus loin que nos adversaires d'hier. En effet, la métropolisation que vous défendez, loin d'être simplement l'agrandissement du territoire urbain, signe l'acte de décès des communes. Elle remet en cause les territorialités façonnées par notre histoire et jusqu'à présent structurantes de la citoyenneté. Elle congédie le maire, pourtant l'élu préféré des Français, hussard noir de la démocratie locale. Elle répudie le pouvoir municipal, instance de pilotage des projets de proximité, ces projets essentiels à la vie de nos concitoyens. Elle marche sur les élus locaux et les populations qui n'auront aucun avis à donner. Car comme le rappellera
mon collègue Marc Dolez dans la discussion des articles, les EPCI à fiscalité propre, formant un ensemble de plus de 400 000 habitants, qui soit se situent dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, soit comprennent dans leur périmètre le chef-lieu de région, seront automatiquement transformés en métropole sans le moindre vote. Toutes les compétences acquises librement par un EPCI avant sa transformation ou sa fusion au sein de la métropole seront transférées de plein droit à la métropole. En outre, les métropoles bénéficieront de transferts de compétences des communes en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain, en matière de politique locale de l'habitat, en matière de politique de la ville, en matière de gestion des services d'intérêt collectif, en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et en matière de politique du cadre de vie. Les métropoles bénéficieront aussi de transferts volontaires de l'État qui consisteront en pratique à de véritables transferts à la carte. C'est la remise en cause de la distinction entre l'habilitation générale de la collectivité à prendre en charge l'intérêt public local et le principe de spécialité qui caractérise les EPCI. Cela veut dire que partout où se constitueront des métropoles, les communes et les départements seront amenés à disparaître de fait, aspirés par ces technostructures bureaucratiques. Ce mouvement d'aspiration, ce mouvement de globalisation, ce mouvement de recentralisation se traduira par un effet de ciseaux. D'une part, la disparition des communes et des départements éloignera les élus des populations, puisque les métropoles seront de vastes aires urbaines indistinctes, gérant des échelles de population massifs. Ce sera donc la fin de la démocratie de proximité, cette démocratie de proximité que permettait le maillage de 36 000 communes et de 101 départements de notre République. D'autre part, la mise en concurrence entre métropoles et l'austérité budgétaire dont la métropolisation est le masque empêcheront ces mêmes élus éloignés de répondre efficacement aux besoins des gens. Cette double spirale nourrira la défiance du peuple pour la démocratie, avec tous les risques que cela comporte dans la période. En effet, cette métropolisation, dont les deux principaux partis font un éloge vibrant, a-t-elle pour objectif de tenir compte du fait métropolitain? S'agit-il de réduire les fractures terribles qui se creusent dans les grandes concentrations urbaines? L'enjeu est-il de désenclaver les territoires sinistrés, de casser les ghettos, de dynamiser les zones rurales? J'en connais un là qui connaît beaucoup les zones rurales puisqu'il parle de dynamiser les zones rurales avec les métropoles. Oui, c'est vrai. C'est vous que j'avais d'ailleurs appelé un jour Monsieur Personne habillé en dimanche. S'agit-il de préserver tel quartier, tel parc ou tel bord de mer? En aucun cas. Votre métropolisation ne se donne pour but que de concentrer un peu plus les richesses sur les territoires les plus riches pour drainer les investissements vers les mégalopoles déjà attractives. L'unique enjeu est de constituer de gigantesques pôles de compétitivité afin que nos villes puissent concurrencer les autres mégapoles européennes. Je laisse les aboyeurs continuer et après je pourrais peut-être reprendre mes phrases. Je vous remercie. Je reprends donc le paragraphe. Allez-y, Monsieur le Président. Je reprends le paragraphe puisque j'ai été coupé par des aboiements de ce côté. Votre métropolisation ne se donne pour but que de concentrer un peu plus les richesses sur les territoires les plus riches pour drainer les investissements vers les mégalopoles déjà attractives. L'unique enjeu est de constituer de gigantesques pôles de compétitivité afin que nos villes puissent concurrencer les autres mégapoles européennes.
le bien-être des populations, qui devrait être notre seul aiguillon, n'a aucune place dans ce projet de loi. On n'y trouve guère que la compétitivité des entreprises, compétitivité érigée en seule motivation de l'ensemble des dispositions, comme en atteste l'exposé des motifs. Votre projet de métropole du Grand Paris en apporte la triste démonstration. La création de cette entité apparaît clairement comme une tentative de mettre l'agglomération parisienne sous la coupe du bipartisme, pour ne pas dire du seul État PS, au détriment du pluralisme et de la démocratie locale. Anticipant les propos que tiendra mon collègue François Asensi durant nos débats, je rappelle que 75% des élus de Paris Métropole, représentant toutes les tendances politiques, ont affirmé leur refus de cette métropole antidémocratique, autoritaire et inefficace. J'attends que la voyeur rentre dans sa niche pour pouvoir continuer. Métropole antidémocratique d'abord, car les prises de décision se feraient à distance des citoyens concernés, avec le risque évident de méconnaître les réalités et les enjeux locaux. Alors que les Franciliens choisiront leur maire en mars prochain, ces élus seraient ensuite dépossédés de leurs prérogatives au mépris du suffrage. Les maires seraient consultés une seule fois par an au sein de cette métropole, sans disposer d'un avis impératif sur les projets concernant leur ville. Les conseillers communautaires disposeraient quant à eux d'un mandat à durée déterminée prenant fin en 2016. La création de ce nouvel échelon institutionnel en Île-de-France nécessite de consulter les citoyens par référendum. Si vous estimez que ce projet de métropole du Grand Paris constitue une avancée, pourquoi redouter l'avis du peuple? Métropole autoritaire ensuite, car les communes se voient dépossédées de leurs compétences stratégiques sur l'urbanisme, sans avoir leur mot à dire sur les projets d'aménagement que la métropole pourrait décider sur son territoire. C'est la porte ouverte à la construction de nouveaux grands ensembles dans les banlieues populaires, là où le foncier est moins cher, contre l'avis des villes et des habitants. La métropole risque de reproduire les erreurs urbanistiques des années 1960 et 1970, dont nous payons encore le prix. Mais où est donc la modernité dans ce retour à une gestion hyper centralisée? Métropole autoritaire toujours, car les 19 intercommunalités de petite couronne seraient purement et simplement supprimées, et avec elles le long travail de coopération entre les villes qui donnait ses premiers fruits par l'émergence de véritables dynamiques de territoire. Citons parmi d'autres le dynamisme de l'intercommunalité pleine commune autour de Saint-Denis, le dynamisme de Saint-Amand autour d'Ivry, ou encore l'essor de Terre de France autour de l'aéroport de Roissy. À terme, par hasard bien évidemment, à terme, et cette majorité ne s'en cache pas, l'existence même des départements est dans le viseur pour réduire plus encore la dépense publique. Métropole inefficace enfin, car vous projetez une véritable usine à gaz. Cette métropole du Grand Paris ne réglerait rien aux problèmes des Franciliens. Rien n'est prévu pour mettre un terme à l'asphyxie des transports en commun et mettre en place une gouvernance plus efficace. Rien n'est prévu pour lutter réellement contre les terribles inégalités de territoire. Les seules dispositions concernant la solidarité financière entre les départements, insuffisantes au demeurant, ont été renvoyées en loi de finances, ce qui démontre qu'il n'est pas besoin d'une métropole pour renforcer la péréquation. Avec ce chamboulement institutionnel qui comporte de nombreuses zones d'ombre, les grands projets en cours d'élaboration par les intercommunalités risquent d'être purement et simplement gelés pendant plusieurs années,
au détriment du développement de l'Île-de-France et de la création d'emplois? Comment voulez-vous que les acteurs économiques, publics et privés, investissent dans un contexte aussi incertain? Malgré l'opposition forte des élus locaux et celle probable des populations si l'on consentait à les consulter par référendum, le gouvernement semble décidé à passer en force, coûte que coûte. Souvenons-nous qu'en juillet dernier, dans la torpeur de l'été, vous aviez déposé la veille de l'examen du texte en commission un amendement réécrivant de fond en comble le statut et les attributions de cette métropole. La méthode n'a pas changé depuis. Le gouvernement a écarté d'un revers de main les propositions des sénateurs en deuxième lecture qui visaient à conforter le rôle des communes, notamment pour qu'elles ne soient pas totalement dessaisies de leurs prérogatives sur l'aménagement et les PLU. Une nouvelle fois, un amendement en commission a totalement remanié le texte pour introduire les dispositions les plus scélérates de la métropole du Grand Paris. Pour reprendre votre formulation, Madame la Ministre, il a fallu reconstruire le projet avec un objectif prioritaire, la compétitivité. Toujours la compétitivité, c'est décidément une obsession. Ces compétences ont été encore élargies. La suppression des EPCI a été confirmée pour mettre en place des conseils de territoire, véritables coquilles vides d'un point de vue décisionnel, budgétaire et démocratique. Nous l'affirmons, cette métropole du Grand Paris constitue un projet réactionnaire. Réactionnaire parce qu'il acte le désengagement de l'État et la mise en concurrence des territoires au détriment de la solidarité. Nous pensons que les enjeux de la région Île-de-France méritent une autre vision de la métropole. Aussi, défendons-nous une métropole polycentrique, solidaire, durable, démocratique, fondée sur les dynamiques de territoire existantes. La région Île-de-France dispose d'un potentiel humain extraordinaire qui est aujourd'hui étouffé par les inégalités territoriales. La métropole Aix-Marseille-Provence, hélas, n'est pas moins représentative de l'entêtement du gouvernement. Elle est symptomatique du caractère antidémocratique de votre démarche métropolitaine. Elle signe une vision de l'aménagement qui s'impose de haut en bas, où des technocrates veulent avoir raison en lieu et place de ceux qui sont sur le terrain, dans les communes et les quartiers, en lieu et place de ceux qui connaissent au mieux la situation et les besoins. Vous leur opposez sans relâche un trait autoritaire, l'avenir nous donnera raison. Quelle raison? La raison du plus fort? Mais cette raison du plus fort, les citoyens de ce département, justement, n'en veulent pas. En refusant en première lecture tout amendement sur l'article 30 instituant cette métropole, vous avez ajouté un déni de démocratie de plus à ce texte qui en comporte déjà beaucoup. Comment accepter que la situation que vous avez créée dans le département des Bouches-du-Rhône, comment accepter que 109 maires sur 19 sont contre l'instauration à marche forcée de cette métropole et que vous n'en teniez pas compte? 5 présidents d'EPCI sur 6, 7 sénateurs sur 8. Ces élus, Madame la Ministre, vous ont fait depuis des mois des propositions alternatives équilibrées. Ces élus, de toutes les tendances politiques, majoritairement soutenues par les populations, se voient pourtant superbement ignorés. Jamais, et je pèse mes mots, jamais nous n'avons connu un État qui passe à ce point en force et méprise autant les représentants du peuple. Qui peut croire une seconde que cette métropole va pouvoir se mettre en place sereinement face à un tel front du refus? Qui peut croire qu'avec une telle attitude, vous allez créer les conditions du développement du territoire marseillais? Personne, et pas même vous sans doute. Un rapport de l'OCDE sur les potentialités de cette aire métropolitaine a été présenté la semaine dernière. Vous vous en êtes bien opportunément emparé pour essayer de renforcer la prétendue nécessité de cette structure centralisée. Mais que dit ce rapport? Que dit ce rapport?
Rien d'autre que ce que les élus de ce département disaient déjà. Mon collègue Gaby Charroux le soulignait lors de la première lecture. Vous avez noirci le tableau en agitant le spectre de la fuite de l'emploi, alors que le niveau de création d'emplois de l'aire métropolitaine marseillaise est supérieur à ceux de Gênes ou de Barcelone. Les problèmes auxquels sont confrontés les habitants de Marseille et sa périphérie sont dus au retard immense pris par cette ville et aux choix urbains, économiques et sociaux désastreux de ces 40 dernières années. Je pense notamment à la désindustrialisation de cette ville et tout particulièrement de son port. Ce rapport de l'OCDE pointe essentiellement 3 questions: les transports, le développement économique, l'environnement. Ces 3 compétences ont d'ailleurs été citées par Monsieur le Premier ministre lors de sa visite à Marseille le 8 novembre. Mais dans ces 3 domaines, tout le monde est d'accord pour agir collectivement et pour que l'État prenne toutes ses responsabilités, en n'oubliant pas que l'emploi industriel est le moteur du développement et que les dossiers de Kémon, du raffinage, de Lyondell-Basel à Berre, d'Efralib à Gemnos, d'Ascométal à Fos sont majeurs dans la perspective d'un développement économique porteur. Et que ces dossiers-là ne seront pas réglés par la métropole, mais bien par la volonté de faire des choix courageux pour une ambition industrielle forte. De même, le développement des transports dans ce territoire passe par le ferroviaire. Et nous nous félicitons de l'annonce d'un investissement de 2,5 milliards d'euros pour la réalisation d'une 2e gare en souterrain à Marseille. Mais permettez-moi de vous rappeler que jusqu'à nouvel ordre, le transport de voyageurs par train n'est pas une compétence des métropoles, mais bien des régions. Et nous ne sommes pas à une erreur de communication près sur ce département. Le Premier ministre, je le disais à l'instant, est venu à Marseille le 8 novembre. Il a fait plusieurs annonces, dont 2 ont particulièrement attiré notre attention. Il a dit, je cite, « Rien ne pourra se faire sans les maires. Rien ne pourra se faire sans les maires. » Sage résolution. Mais pour respecter ce vœu, le chemin risque d'être sinueux au vu du rapport des forces actuelles. D'autant que moins d'1 mois après cette promesse, les maires et les présidents d'agglomération ont appris par un amendement au PLFR 2013 que les 500 000 € nécessaires à la préfiguration de la métropole seront ponctionnés autoritairement sur la dotation aux EPCI. Cela signifie que vous faites les poches des citoyens des intercommunalités qui ne veulent pas de cette métropole pour mieux la mettre en place. C'est très significatif de l'ensemble de votre construction métropolitaine autoritaire. Le Premier ministre a ensuite déclaré, je cite, « Les métropoles ne sont pas là pour agir sur ce qui marche, mais sur ce qui ne marche pas. » Avant de citer le cas des transports, du développement économique et de l'environnement. Il a même été plus loin puisque, en répondant à un habitant dans une interview publiée ce même jour, il a affirmé que, je cite, « La compétence de l'eau a vocation à rester en proximité. À Nantes, celle-ci est gérée en régie publique. Les citoyens sont satisfaits et il n'y a aucune raison de changer cela. » Citation du Premier ministre. Dont acte. Sauf que le texte de loi que nous examinons ici, dont l'article 30 est bloqué, prévoit que cette compétence soit au contraire autoritairement transférée à la métropole sans aucune possibilité de la laisser en gestion communale ou intercommunale. Il semble que ce gouvernement connaisse sur ce point un tout petit problème, un problème de cohérence. Mon collègue Gaby Charroux a donc interrogé Monsieur le Premier ministre à la préfecture des Bouches-du-Rhône, puis dans cet hémicycle, afin de savoir comment le gouvernement comptait mettre en conformité ses paroles avec la loi. Madame la ministre, je souhaite que vous nous éclairiez sur cette question qui concerne la compétence de l'eau comme celle de la gestion des déchets, de la gestion du foncier et toutes les compétences de proximité qui, si on en croit les propos du Premier ministre, ne sont plus
l'affaire des métropoles. Serions-nous en train de voter un texte de loi qui ne coïncide plus avec la philosophie du gouvernement? Si tel est le cas, les députés du Front de gauche vous demandent solennellement de retirer ce texte et de mettre en débat, à l'échelle du pays, les contours de la décentralisation dont nous avons besoin aujourd'hui. Car le reste du texte pose les mêmes problèmes, comme le montre son article 31, qui définit les compétences des métropoles de droit commun comme celles de Nantes ou de Lille, celles de Toulouse ou de Strasbourg. En la matière, permettez-moi de rappeler ici cette définition qui figure à l'article L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales. La coopération intercommunale, je cite, se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. Fin de citation. Nous sommes loin du compte. Ce projet de loi est un projet qui oublie l'essentiel. Il oublie l'essentiel parce qu'il oublie le peuple. Mais c'est aussi un projet qui vise à accompagner la politique de saignée austéritaire mise en place par le présent gouvernement. Nos collectivités représentent 20% de l'activité économique du pays et 70% de l'investissement public. Alors qu'elles constituent un véritable bouclier anti-crise, alors qu'elles sont tenues à un budget en équilibre réel, vous prétendez, comme la droite hier, qu'elles représentent un coût et des dépenses inefficaces. La vérité, c'est que votre réforme vient parachever tout un plan de laminage de nos collectivités. Cette réforme prépare un chambardement inédit pour les millions d'agents de la fonction publique, celle de l'État comme de la territoriale. De nouvelles mutualisations sont annoncées, comme dans la réforme de la droite en 2010. Ces réformes se traduiront par des services de proximité transformés en guichets à la personne, par des services transférés à des échelons éloignés de l'usager, par des réductions progressives d'effectifs à tous les niveaux, par des déménagements contraints pour les agents publics, à l'instar de ce qui s'est produit à France Télécom. Ainsi, d'après le quotidien Le Monde du 29 novembre, je cite, « La remise à plat de la fiscalité annoncée par Jean-Marc Ayrault augure d'un serrage de vis sans précédent des collectivités territoriales, bien au-delà de la simple diminution des dotations de fonctionnement. Je parle bien évidemment des 1,5 milliard par an pendant 3 ans. Dans ce même article, il est fait état de la possible instauration de plafonds d'emplois territoriaux pour obliger les collectivités à supprimer des postes. Il s'agit d'un système de bonus-malus selon que les collectivités territoriales respecteraient ou non des normes de dépenses de fonctionnement. Une proposition formulée par Gilles Carrez il y a 5 ans que le président Sarkozy n'avait pas osé appliquer et qui risque de devenir une réalité sous ce gouvernement. De la sorte, les collectivités qui ne réduiraient pas leur niveau d'emploi pourraient subir une baisse de la DGF. Celles qui réduiront les postes, au contraire, bénéficieraient de bonus de dotation. Les mutualisations et autres organisations de services portées par ce projet de loi, comme par la réforme Sarkozy-Balladur de 2010, sont un des aspects de cette réalité destructrice. Citons à nouveau l'article du Monde. Les RGPP, mis en œuvre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis la modernisation de l'action publique MAP lancée par l'actuel gouvernement, atteignent leurs limites tant en termes de rendement que de méthodologie. On a renié sur tout ce qu'on pouvait ou presque, reconnaît-on à Matignon. Plus le temps passe, plus la dette publique augmente, plus on est obligé d'afficher des réductions de dépenses publiques importantes. L'objectif imposé par Bruxelles et de réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat. Nous comprenons dès lors pourquoi ce projet de loi oublie l'essentiel, oublie le peuple et ne contient pas un mot sur les besoins des habitants, pas un mot sur les besoins des habitants. Et de fait, les citoyens ne sont pas demandeurs de cette politique. Ils n'ont pas voté pour ce changement-là. En outre,
Il convient de rappeler que lors des États généraux de la démocratie territoriale, organisés par le Sénat en octobre 2012, plus de 20 000 élus locaux, souvent très critiques à l'égard de la réforme de 2010, ont réaffirmé leur indéfectible attachement à la commune et la nécessité de respecter chaque niveau de collectivité et d'évaluer les différentes lois de décentralisation avant de procéder à toute nouvelle réforme. Or, votre réforme balaye d'un revers de main l'essentiel de ces préoccupations et s'inscrit au contraire dans le droit fil de la stratégie de Lisbonne, de la Charte européenne, du Livre blanc de la gouvernance et du traité européen de stabilité que François Hollande avait promis de renégocier. Autant de conventions qui, nous le savons parfaitement, n'ont pas l'aval des Français. Ceux-ci avaient opposé un nom cinglant à cette Europe lors du référendum sur la Constitution de 2005. Autant de traités qui ne sont aujourd'hui en vigueur que par la responsabilité des parlementaires des deux partis majoritaires qui ont prêté main forte ou main molle à leur adoption contre l'avis du peuple. Quel fil rouge relie ces différentes injonctions ? Elles nous intiment toutes de favoriser les fusions entre collectivités afin de réduire considérablement leur nombre, ce qui représente la solution la plus simple pour réduire le volume des budgets des emplois publics. Je cite les recommandations de la Commission européenne s'agissant du budget de la France pour 2013. Recommandations de la Commission européenne sur le budget de la France pour 2013. Il est particulièrement important que le budget 2013 soit rigoureusement exécuté et que des efforts d'assainissement substantiels soient résolument poursuivis les années suivantes. Il est impératif, notamment, que les dépenses publiques de la France croissent beaucoup moins vite que le PIB potentiel, dans la mesure où les améliorations du déficit structurel ont jusqu'à présent reposé principalement sur les recettes. À cet égard, je cite toujours cet avis de la Commission européenne, à cet égard, l'examen en cours des dépenses publiques, modernisation de l'action publique, qui concerne non seulement l'administration centrale, mais aussi les administrations des collectivités locales et de la sécurité sociale, devrait indiquer comment améliorer encore l'efficacité des dépenses publiques. Je cite toujours la Commission européenne. Il est également possible de rationaliser davantage les différents niveaux et compétences administratifs afin d'accroître encore les gains d'efficacité et des économies. La nouvelle loi de décentralisation devrait traiter de cette question. Voilà les recommandations de la Commission européenne s'agissant du budget de la France pour 2013. Le changement qu'on nous promettait, en voilà la véritable teneur. C'est un quinquennat de larmes. Car ce recul de la présence publique dans nos territoires n'a qu'un seul but, diminuer les services publics, c'est-à-dire l'accès de tous, et notamment des plus pauvres, à des services et des aides financés collectivement. C'est le privé qui récupérera tous les marchés ouverts par le recul du public. Les grands groupes, avec leur obsession du profit et de la rentabilité, obtiendront la marchandisation de tout ce qui échappait encore à leur cupidité. C'est un recul de civilisation. C'est un recul de civilisation. La réalité de votre projet, c'est l'appauvrissement des pauvres et l'enrichissement des riches. Car les politiques d'austérité en font la preuve partout en Europe. Elles y font progresser massivement la pauvreté. Oui, dans l'un des continents les plus riches du monde, les effets des diktats de la Commission européenne, cette secte ultralibérale au service de la seule finance, sont tels que l'exclusion sociale guette près du quart des Européens, soit plus de 124 millions de personnes. Voilà dans quelle spirale infernale vous jetez le pays. Voilà ce qu'est ce projet de loi, la réponse servile que fait ce gouvernement aux exigences d'une Commission européenne qui n'a aucune légitimité démocratique et qui saigne à blanc nos États. Sur le terrain, le Parti communiste et le Front de gauche sont aujourd'hui les fers de lance de la résistance à ces logiques technocratiques et austéritaires. Mais je veux me faire plus largement le porte-voix de tous les élus locaux, ceux du Front de gauche et les autres.
le porte-voix de toutes les composantes de l'arc républicain, ces élus qui refusent la voie de garage de la recentralisation et de l'austérité. Avec nous, ces élus et ces citoyens disent non à la mort programmée des communes. Avec nous, ils disent non à cette politique qui ressemble de plus en plus à du thatchérisme appliqué à nos territoires. Avec nous, ils disent leur vive inquiétude pour l'avenir de leurs villages et de nos campagnes face à la désertification du pays. Avec nous, toujours avec nous, ils sont d'une inquiétude extrême. Ces élus dont nous sommes, ils considèrent que la décentralisation doit être organisée en fonction du principe de proximité, afin que les décisions publiques aillent toujours dans le sens de l'intérêt général. Ces élus dont nous sommes, ils font le choix du développement des coopérations et non de l'intercommunalité à la hache et à coups de trique. Ces élus dont nous sommes, ils refusent la mise en concurrence des territoires. Ils refusent la cassure entre zones urbaines et rurales. Ils refusent les disparités territoriales. Ils refusent l'avènement d'une république à la carte. Ils refusent un pays aux territoires illisibles et inégalitaires, comme dans l'Ancien Régime. Ces élus dont nous sommes, ils considèrent que l'autonomie des collectivités territoriales devrait être assurée grâce à l'actualisation du principe de libre administration contenu dans la Constitution et à une réforme de la fiscalité locale faisant participer les actifs matériels et financiers des entreprises. Ces élus dont nous sommes, ils revendiquent une véritable décentralisation démocratique, fondée sur la souveraineté populaire, le contrôle citoyen, l'égalité de traitement, la coopération entre les collectivités et la solidarité entre les territoires et les populations. Ces élus dont nous sommes, ils estiment que toute nouvelle entité administrative intercommunale devrait répondre aux besoins des administrés et constituer une démarche volontaire, transparente et compréhensible, et non résulter d'un rapprochement autoritaire de communes sans projet commun, répondant exclusivement aux exigences de compétitivité et d'austérité. Ces élus dont nous sommes, ils considèrent que les populations devraient être consultées sur l'organisation des territoires dans lesquels ils vivent au quotidien. Ils demandent l'organisation de référendums dès lors qu'il est envisagé de créer une métropole, une nouvelle collectivité dotée d'un statut particulier ou de modifier le périmètre d'une collectivité ou d'un EPCI existant. Nous demandons à tous les républicains, où qu'ils siègent, de joindre leur voix aux nôtres pour détricoter ensemble ce projet de loi. Nous demandons au gouvernement de prendre le temps d'une concertation réelle avec les citoyens comme avec les élus. Nous le demandons afin que personne ne puisse se retrouver, comme le poète Louis Aragon, je le cite, « en étrange pays dans son pays lui-même ». Merci, Monsieur le Président.